Bonjour à tous. La Maison du développement durable est heureuse de vous recevoir ce midi pour la webconférence La Maison autonome. Aujourd'hui, c'est la quatrième conférence d'une série de 4 que nous avons développée en collaboration avec Écohabitation. Donc, merci à Emmanuel Cosgrove qui est avec nous aujourd'hui. Si vous avez manqué les autres conférences, vous pouvez les voir ou les revoir sur notre chaîne YouTube. L'économie d'énergie à la maison, que nous avons présenté le 10 mai, l'autonomie alimentaire, présenté le 26 avril, et l'économie circulaire en bâtiment le 12 avril dernier. Aujourd'hui, vous entendrez parler du concept de la maison autonome, la théorie, les équipements nécessaires et les défis pour ensuite terminer en démystifiant certains mythes. Quelques informations avant de débuter. La conférence est enregistrée et sera disponible au cours des prochains jours sur notre chaîne YouTube. Un sondage de satisfaction vous sera envoyé par courriel après la conférence d'aujourd'hui, dans laquelle vous trouverez également les présentations qui vous auront été partagées aujourd'hui. Un merci à Hydro-Québec, partenaire principal de la programmation, pour leur précieuse contribution qui nous permet de vous offrir une programmation de qualité et gratuite, ainsi qu'à la Ville de Montréal. Nous avons de formidables invités avec nous aujourd'hui. Et pour débuter, je cède la parole à Jean-Pierre Desjardins, chargé de cours à l'Université du Québec, qui nous parlera de l'aspect théorique d'une maison autonome. Et bonjour, donc je vais faire partage mon écran pour une petite présentation PowerPoint. Donc, vous avez vu cette, cette page de présentation. Donc, on a parlé qu'Emmanuel allait défaire certains mythes, mais moi, je vais défaire aussi certains mythes en partant. La présentation qui va durer une dizaine de minutes environ. Donc, une des premières choses, je vais vous présenter en autonomie, ce que les gens sont plutôt intéressés, c'est l'énergie solaire photovoltaïque. Donc, je ne parlerai pas de solaire, de chauffe-eau solaire, donc solaire thermique, ni d'éolien, mais je vais un petit peu parler d'éolien tantôt quand même. Je vais vous dire pourquoi je ne parlerai pas plus ou moins de ça un petit peu plus tard. Donc, par rapport à l'énergie solaire, il y a deux mythes principaux. En fait, le solaire photovoltaïque ou PV, on entend souvent cet acronyme-là. Deux mythes à défaire. Un des premiers mythes, c'est il n'y a pas assez de soleil. Oups, je vais revenir en arrière. Donc, il n'y a pas assez de soleil au Québec. Là, une bonne dizaine d'années, le Centre de technologie d'énergie de Varennes a fait une étude justement pour montrer le potentiel solaire dans différentes villes. Donc, vous avez un tableau qu'on voit à votre droite là, qui présente des villes au Canada. Puis, en fait, plutôt le tableau à gauche, puis le tableau à droite, c'est des villes dans le monde. Et ce qu'on présente là, c'est la production énergétique pour 1 kW de solaire PV installé. Donc, on voit potentiel PV annuel kilowattheure par kilowatt qu'on voit à Montréal, on est autour de 1200. Donc, 1 kW de puissance installée produirait autour de 1200 kWh. Quand on regarde dans d'autres pays dans le monde, c'est sûr qu'on n'a pas la ressource la plus élevée. Cela dit, il y a... je vais faire un petit... prendre le marquage juste un petit instant. Donc, on voit ici les précurseurs, le Japon, avec 885, les champions au début des années 2000, les installations, l'Allemagne, 848. Alors, eux autres se sont lancés en fond de train en solaire, donc dont le solaire PV, avec moins de soleil que nous. Donc, nous, on n'est pas la meilleure ressource, mais on a une ressource quand même intéressante pour faire des choses qui sont vraiment bien, et même on a une ressource plus intéressante que certains pays qui vont à fond de train. Donc, ça, ce n'est pas le problème. Deuxième mythe à défaire, c'est non, si on a des petits problèmes avec changer de diapo. Je vais arrêter le partage, je vais recommencer parce que là, j'ai un petit problème avec. Bon, on reprend.
Deuxième chose qu'on entend assez souvent, c'est Ah, le solaire, ça ne fonctionne pas, ou le solaire photovoltaïque, ça ne fonctionne pas, il fait trop froid au Québec. En réalité, pas le solaire thermique, là, on parle du solaire photovoltaïque. Non seulement ça fonctionne bien au froid, ça fonctionne mieux au froid. Donc, ça, ce n'est pas un problème du tout. Au contraire, c'est un avantage. Quand on a une belle journée de février, par exemple, avec moins 20 dehors, ensoleillé, on devrait s'en réjouir parce que notre système va produire encore plus. Donc, ça, c'est un autre mythe à défaire. Maintenant, quand on est en autonomie, en fait, qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie au Québec? Ça veut dire qu'on n'est pas branché sur Hydro-Québec. Donc, ce qui veut dire qu'on doit fournir l'énergie qu'on a besoin pour notre maison. Donc, dans une maison autonome, ça implique, alors le mot est bien choisi, là, impérativement, une bonne gestion de la consommation d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire démarrer la vidéo quand ça va être à moi. Je parle après Jean-Pierre. André, oui, merci André. Donc, il y a deux moyens pour faire une bonne gestion de notre consommation énergétique, d'avoir des bonnes habitudes qui sont non énergivores. Donc, ça, c'est à nous discipliner pour ne pas être énergivores. Et deuxième façon, c'est d'utiliser des appareils qui consomment peu. Donc, pour le choix de ces appareils qui consomment peu, bien là, on a des programmes qu'on voit, nous, plutôt à travers des étiquettes. Donc, Étiquette Énergide, qui est un programme du Canada où on voit la consommation sur une année pour certains, par exemple, un réfrigérateur, une cuisine, etc. Donc, on a l'étiquette Énergide. Et l'étiquette Energy-Star, qui est un programme américain, mais que le Canada a adopté, lui, qui indique les appareils qui consomment le moins. Donc là, voilà, on a ces deux programmes-là qui peuvent nous aider dans le choix de ces appareils-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est consommation d'énergie? Donc, ça, c'est une figure qui vient du site d'Hydro-Québec. Donc là, c'est une maison moyenne au Québec. Alors, ça, c'est avec climatisation, pas de piscine, pas de spa, consomme environ 24 000 kWh dans une année. Où on remarque que le principal poste de consommation, c'est le chauffage. Deuxième poste de consommation, en fait, c'est l'électroménager et appareil et l'eau chaude. En fait, l'eau chaude à 16 %. Donc, quand on regarde, le chauffage, c'est de l'énergie thermique. Le chauffage de l'eau, c'est de l'énergie thermique. Donc, environ 70 %, des fois même plus, de notre demande d'énergie d'une maison, c'est de l'énergie thermique. C'est sûr qu'au Québec, on répond ça avec l'électricité, l'hydroélectricité, mais c'est de l'énergie thermique, un besoin de chaleur. Et la vraie demande d'électricité, c'est l'éclairage, les appareils électriques qui correspondent environ entre 20 et 25 %. Donc ici, ça représente 22 de la demande d'énergie d'une maison. Donc, pourquoi je présente ça? Vous allez voir pourquoi. Donc, en autonomie, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on fonctionne avec l'environnement. Donc, surtout pour un système solaire, il y a plus de soleil l'été, il y en a moins l'hiver, donc on va peut-être avoir un surplus de production l'été puis une faible production l'hiver. Donc, ça, il faut en être conscient, on fonctionne avec l'environnement. Donc, dans une maison autonome, ce qu'il faut comprendre, une maison autonome au Québec, les systèmes sont faits pour répondre à la consommation des appareils électriques et de l'éclairage. Ce qui veut dire que ce n'est pas pour le chauffage, y compris la géothermie, malgré que la géothermie est un excellent système de chauffage très performant, ça demande de l'énergie. On a vu le principal besoin de poste de consommation d'énergie, c'est le chauffage. Ne répond pas à la demande de chauffage d'eau chaude non plus. Donc, environ 70 % de notre demande d'énergie ne sera pas répondue par le système PV. Et souvent, les gros appareils électriques, par exemple cuisinières et sécheuses, on va les mettre au propane parce que sinon, on aurait besoin d'un système photovoltaïque qui va être très gros et coûteux. Donc, finalement, un système PV autonome va répondre à environ peut-être 10-15 % de la demande globale d'énergie d'une maison. Le reste, le chauffage, ça va être par exemple un foyer de masse, un poêle à bois. Le reste, ça va être du propane. En général, c'est ça pour les maisons autonomes qu'on a au Québec. Donc, typiquement, un système autonome, c'est quoi? Ça se compose de quoi? Un système solaire PV, photovoltaïque, ou un système hybride, solaire et éolien, ce qui est théoriquement intéressant,
Le solaire va mieux répondre l'été, l'éolien va mieux répondre l'hiver parce qu'il vend plus l'hiver. Par contre, l'éolien est plus coûteux que le PV. C'est des pièces mécaniques, l'entretien, c'est bruyant et il peut y avoir de la réglementation municipale qui interdit ou limite l'éolien. Donc ça, l'éolien, d'un point de vue théorique, c'est intéressant. D'un point de vue pratique, c'est plus problématique. Dans une maison autonome, souvent, on a des appareils qui fonctionnent en courant continu et d'autres qui fonctionnent en courant alternatif, sachant que nous, Hydro-Québec nous fournit du courant alternatif. Nos appareils électriques fonctionnent principalement en courant alternatif. Mais dans un système autonome, parce que notre système PV, lui, il fournit de l'électricité en courant continu, on va stocker ça dans des accumulateurs ou des batteries en courant en continu. Donc, avoir des appareils en courant continu peut être bien dans une maison en autonomie. Comme je disais, des gros appareils qui fonctionnent au propane. Et aussi, dans une maison autonome, on va avoir une génératrice pour répondre à les périodes où il y a le moins de soleil. Et au Québec, il y a 2 mois plus problématiques, c'est novembre-décembre. On n'aime pas ça, une génératrice, ça pollue, on a besoin de carburant, ça fait du bruit, mais c'est votre police de secours dans une maison en autonomie. Donc, dans un système autonome, si vous allez à un distributeur qui va vendre des équipements d'un système autonome, vous allez voir les manuels de l'utilisateur, mais il ne vous donnera pas ce que moi j'appelle le mode de vie. Donc, les manuels du mode de vie. Donc, ça, il faut comprendre que dans une maison autonome, il y a un mode de vie qui va avec ça. La SCHL avait fait une étude en 2001 justement pour interroger des gens qui ont des maisons autonomes puis comment ils vivaient dans les maisons en autonomie. Ici, on a un de ces témoignages-là que je vais vous lire. Donc, lorsqu'on habite une maison en réseau, on s'aperçoit de l'importance d'éteindre la lumière, de débrancher les appareils inutilisés. Les appareils d'éclairage d'origine fonctionnaient à l'aide de CC, courant continu, de 12 volts. Les appareils fonctionnant au CA, courant alternatif de 120 volts, ont des ampoules à incandescence à faible wattage ou des fluorescents compacts. Les visiteurs ne sont pas conscients des limites du système électrique. Les proches et les amis qui habitent un logement branché au réseau sont très surpris lorsqu'ils rendent visite au propriétaire de cette maison. Les petits-enfants se demandent pourquoi leurs grands-parents ne cessent d'éteindre les lumières et de débrancher les appareils sur leur passage. Donc, pourquoi ils font ça? Pour avoir une bonne gestion de leur consommation énergétique. Donc, c'est sûr qu'on peut dire, on ne veut pas faire peur en disant, il faut faire attention à la consommation. On fait ça pour justement pas avoir un trop gros système qui va nous coûter cher, à moins d'avoir du budget, mais là, il faut avoir du budget. Puis en général, les gens ont des budgets limites pour des systèmes en autonomie. Bon, de quoi est composé un système autonome? Voilà un petit schéma d'un système en autonomie. Donc là, je vois le temps qui file, donc je vais passer cette figure-là, puis je vais plutôt passer à l'autre suite pour vous le montrer de façon plus visuelle. Donc, vous avez ce qu'on voit en haut de votre champ PV, vos panneaux PV. Eux autres, ils sont là pour produire de l'électricité. Dans une maison autonome, on va stocker ça dans des batteries. Donc, ce qu'on voit en bas en rouge, donc vous avez vos batteries. Mais pour faire la recharge de vos batteries, ce qu'on voit ici au centre, ce qu'on appelle des régulateurs de charge, c'est eux qui sont là pour faire une bonne recharge de vos accumulateurs, faire justement gérer la gestion de vos accumulateurs. Maintenant, comme on voyait, comme je disais tantôt, vos accumulateurs, vos panneaux PV fournissent du courant continu, vos batteries fournissent du courant continu. Donc là, vous devez, c'est vos accumulateurs, vos batteries qui vont fournir votre charge, vos appareils électriques et votre éclairage qui peuvent être en courant continu. Là, cette figure-là, on ne le voit pas. On le voyait sur la figure avant, donc des charges en CC, mais si vous avez des charges en CC, c'est vos batteries qui vont fournir directement ces charges-là. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme appareil en courant continu? Un réfrigérateur, un congélateur, une pompe à eau, de l'éclairage. Le reste va être fourni en courant alternatif. Et pour fournir vos appareils en courant alternatif, il faudra passer par un autre appareil qu'on voit à gauche en noir, qu'on appelle un onduleur. L'onduleur est là pour transformer le courant continu en courant alternatif pour fournir vos charges en courant alternatif. Puis on voit totalement en bas la génératrice, donc là, pour répondre justement aux périodes où l'ensoleillement est plus faible.
Et évidemment, tout ça, il y a du câblage, des protections électriques, la mise à la terre, donc on ne rentre pas dans les détails. Hein? On n'a pas beaucoup de temps pour parler de ça, mais il y a donc voilà les principaux équipements d'un système en autonomie. Donc, en fait, pour savoir, donc c'est beau, je reviens sur la figure, voilà un système autonome. Maintenant, vous, si vous voulez une maison autonome, combien vous avez de besoin? Combien de panneaux solaires vous avez besoin? Combien de batteries vous avez besoin? Donc, quels équipements vous avez besoin? Donc, dans une maison autonome, il faut faire un dimensionnement. Puis là, ben, quand on fait un dimensionnement, il n'y a pas de kit standard. Vous n'allez pas chez un distributeur en disant, moi, je vais acheter un kit PV. Non, on va faire ça du cas par cas. C'est votre demande à vous que votre système doit répondre. Il faut donc faire un dimensionnement pour vous. Et ce qu'on entend souvent aussi, c'est j'ai une maison, par exemple, de 2000 pieds carrés. Combien de panneaux PV j'ai besoin? La taille de la maison n'a rien à voir parce qu'on a dit tantôt, la taille de la maison a à voir avec le chauffage de la maison. On ne met pas de chauffage sur votre système PV en autonomie. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, qu'un bon distributeur devrait vous donner un petit tableau comme on voit ici, où vous mettez la liste de vos appareils électriques et d'éclairage que vous voulez faire fonctionner avec votre système PV. Connaître la puissance de ces appareils-là, le nombre d'heures que vous allez utiliser en moyenne par jour pour faire un chiffre. Il faut vraiment avoir un chiffre de consommation. De toute méthode de calcul se base sur une moyenne journalière. Donc, combien de watts-heures par jour vous consommez? C'est là qu'on pourra faire un dimensionnement de votre système en autonomie. Alors, combien coûte un système autonome? Ça coûte environ 6 à 12 $ par watt de votre champ PV. Donc, par exemple, si vous avez besoin de 3000 watts de PV, 6 fois 3000 watts, donc 18 000 $. Bon, pourquoi il y a une marge entre 6 et 12 $? Mais ça va dépendre de qui installe et la qualité des équipements que vous allez avoir. Donc, pour de la qualité qui est quand même bonne, puis un installateur dans votre coin, vous allez trouver, si vous demandez des soumissions autour de 6 $ du watt, puis on entend souvent, qui vend les équipements dans mon coin? Moi, je vous dis, ce n'est pas tant les gens dans votre coin, mais trouver un bon installateur, quelqu'un qui a une compétence très bonne. Puis, il n'y a pas tant d'installations que ça au Québec, puis les bons distributeurs se déplacent partout au Québec. C'est ça que vous allez avoir payé ces frais de déplacement, ces frais d'hébergement, d'où le coût qui peut monter du 6 $ du watt. En fait, mais voilà, encore, vous pouvez avoir, comme je dis, des soumissions autour de 6 $ du watt environ pour une installation simple, des équipements qui sont bons pour un installateur de votre coin. Pour la rentabilité d'un système autonome, un système en autonomie va être rentable dans la mesure où, si vous appelez Hydro-Québec, parce que c'est vous qui allez payer pour vous brancher, vous êtes dans un site isolé, puis si vous êtes loin des lignes de distribution, vous allez payer par ça. Et si Hydro-Québec vous demande cher pour vous brancher, là, il va y avoir une rentabilité. Au lieu que si Hydro-Québec vous demande 50 000 $ pour se brancher, vous allez peut-être vous payer un système à 35, 40, peut-être même 50 000. Puis voilà, là, il peut y avoir une rentabilité par rapport à un coût de branchement qui serait élevé d'Hydro-Québec. Il y a aussi l'aspect réglementaire qu'il faut regarder. Je vais terminer là-dessus. Je pense que j'ai fait mon 10 minutes, peut-être même dépassé mon 10 minutes. Donc, l'aspect réglementaire. Donc, il peut y avoir de la réglementation. Ici, on en a une qui est de la ville de Bromont. Il faut aller voir vraiment dans votre municipalité. Donc, par exemple, ça, c'est une des conditions pour installer des panneaux PV, mais s'il faut qu'ils soient installés sur le toit, il faut qu'ils soient parallèles au toit. On ne peut pas les mettre sur un support avec une inclinaison qui est haute. Ils ne doivent pas dépasser du toit non plus que 0,3 mètres. Puis lorsqu'ils sont au sol, là, il y a des réglementations. Donc, ça, c'est une partie de la réglementation à Bromont. Puis, comme dit, ça varie d'une municipalité à l'autre. Donc, vraiment, il faut aller voir parce qu'il y a d'autres endroits où on ne peut pas les mettre, par exemple, face à la rue, parce que pour certaines municipalités, ce n'est pas beau. Donc, si votre toit de côté sud est face à la rue, vous avez un problème. Donc, il faut les mettre ailleurs que sur votre toit. Donc là, il faut vraiment aller voir la réglementation qu'il y a dans votre municipalité. Donc, voilà, on a fait le tour. Moi, j'ai terminé pour ma présentation. Je vais arrêter le partage. Je ne me souviens pas, je pense avoir dépassé peut-être un peu mon temps. Ah non, c'est bien correct. C'était parfait. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, on enchaîne avec M. André Fauteux.
qui est éditeur et rédacteur en chef du magazine La Maison du 21e siècle. André, vous êtes là. Est-ce que vous avez quelque chose à partager, André? Oui. Je vais vous laisser le partager. Et puis, André va nous parler d'équipement et de son expérience avec son système solaire photovoltaïque. PV, son système Merci, solaire PV. Marie-Ève. Merci Désolé, d'être avec nous. désolé, Jean-Pierre, mon micro était allumé tantôt. Alors, moi, j'ai une maison qui est branchée au réseau d'Hydro-Québec. J'ai juste 650 watts de photovoltaïque, mais comme j'ai mon bureau à la maison, je voulais avoir une sécurité énergétique. Et donc, fin 2008, on a installé un petit système. Là, je pense peut-être rajouter un peu de modules, qu'on dit, ou capteurs solaires, mais je ne veux pas aller sur le toit qui est en amiante ciment à forte pente, je ne veux pas y toucher. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas couvrir tout. Peut-être que j'en mettrai en bas de la terrasse, on cherche des stratégies. Mais là, pour le webinaire d'aujourd'hui, on a programmé une panne en fin de semaine, imaginez-vous. On a vécu. Mais en passant, Jean-Pierre, j'aimerais ça que tu reviennes tantôt parce que Yves Poisson parlait de 2,33 à 3 $ le watt si on n'a pas de batterie puis on est relié au réseau. Donc, je suis un peu confus avec les chiffres que tu donnais tantôt. Tu pourras peut-être revenir là-dessus. Juste pour dire que notre maison, une maison qui ressemble un peu à une maison nouveau climat, sauf qu'elle pourrait être un peu plus étanche à l'air à 2. On est à 2 changements d'air à l'heure. Mais en tout et partout, on consomme à peu près le tiers de moins qu'une maison neuve aujourd'hui. On l'a construit en 1998. Si vous regardez en bas à droite, c'est intéressant, c'est que le chauffage des locaux, c'est juste 36 de ma facture d'électricité selon l'évaluation Energate qui a été faite par un évaluateur Renault Climat récemment. Et on voit que c'est vraiment le chauffage de l'eau et les appareils qui consomment beaucoup. C'est ça qu'il faut vraiment regarder. Manuel pourra en parler tantôt. Mais donc, on voit juste une petite plug pour que vous ayez le goût de faire l'évaluation Renault Climat qui donne vraiment un portrait très intéressant de la consommation. Alors, voici l'article que j'ai fait à l'hiver 2009. Et on a installé le système, on avait eu une belle panne de 39 heures à l'époque. Sauf que là, mes batteries de haut plomb, acide plomb, ont 12 ans, sont en fin de vie. Et malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps cette fois-ci. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que Hydro-Québec recharge mes batteries en priorité quand il n'y a pas de soleil. Donc, si Hydro tombe, mes batteries devraient être chargées à bloc. Et on disait qu'avec l'acide plomb, là, je peux avoir jusqu'à 22 kWh d'électricité, mais avec l'acide plomb, on peut juste utiliser 50 de la charge. Si on l'utilise de façon prolongée, le voltage qui reste, on va raccourcir la durée de vie des batteries. Puis là, je ne savais pas trop, je vois clairement que je suis en fin de vie, mais je ne voulais pas les brûler non plus. Donc, on n'a pas eu beaucoup de courant depuis quelques jours. Alors, voici mon installation au sous-sol, la grosse boîte. Vous voyez la colonne verticale noire là, derrière les pouces. C'est qu'il faut ventiler les batteries acide plomb, parce qu'il y a de l'hydrogène qui est dégagé. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la boîte de panneaux d'agglomérés au-dessus. Les bacs noirs, en dessous, c'est là que j'ai 12 batteries acide plomb de 2 volts chacune. Puis au mur, on voit mon panneau principal, les sous-panneaux à droite où on a transféré le frigo de la cuisine, le congélateur à côté de cette installation-là au sous-sol, ainsi que les circuits de l'entrée et du salon pour de l'éclairage, la télé. Et puis à l'étage, mon bureau et la salle de bain. Donc la moitié de la maison est là-dessus, excluant le chauffage, évidemment, pas de chauffe-eau non plus. Chauffe-eau, évidemment, si tu as une panne de 2 jours, il n'y a pas de problème, il y a de l'eau là-dedans. La chaleur, je veux dire, va être conservée avec un bon chauffe-eau. Le deuxième sous-panneau, c'est pour mon puits. Donc, si j'ai assez de jus dans mes batteries, comme ça prend beaucoup d'énergie quand on allume une pompe, on le fait manuellement pour pas que tout le système saute quand il y a une panne d'hydro, puis tout embarque en même temps. Alors, voici donc, comme disait Jean-Pierre, il faut regarder quels sont les appareils qu'on va utiliser en cas d'urgence. Et c'est vraiment le minimum, donc 1 ou 2 portables. Et à l'époque, c'était des flots compacts. Là, on tombe dans les Dell 5 watts et moins. Et on doit calculer combien d'heures par jour pour chaque appareil
pour calculer des wattheures ou des kilowattheures par jour. Alors, ce matin, quand Hydro était revenu hier soir, là, ce matin, j'avais 26 volts dès la matinée. Là, ça doit être en train de monter davantage. Et ici, vous voyez qu'en dessous, j'ai écrit 24,5 volts. C'est là que je tombe à 50% et moins de ma charge. Ben, les derniers jours, on était à 24,8, on tombait vite à 24,6 et 24,4. Alors, on a consommé un petit peu pour donner un peu de jus au frigo puis au congélateur à 24,2 puis 24,4. Mais donc, on s'en est essentiellement passé. On est allé acheter de la glace, heureusement. Notre métro à Sainte-Adèle est collé sur un poste de transformation d'Hydro-Québec. Donc, c'est les premiers alimentés. Et eux fabriquaient de la glace. Donc, on était très contents de ça. À gauche, donc, le sous-panneau qui monte mon salon, mon congélateur, mon frigo et le deuxième étage où il y a mon bureau. Puis à droite, c'est deux disjoncteurs qui sont reliés. Donc, quand c'est en haut, c'est Hydro qui alimente la pompe du puits, qui est à 300 pieds de profond, puits artésien. Et quand je monte à droite, ça descend à gauche et on tombe sur les batteries. Malheureusement, je n'avais vraiment pas de jus en bas de 25 volts. Donc là, ce que je veux faire, c'est changer ma banque de batterie. Jean-Pierre, tu pourras peut-être expliquer. Ce matin, j'avais 20 volts qui rentraient. Puis la batterie disait 25,8, mais ici, ça disait 26. Donc, c'était autour de 26 volts. Et donc, c'est ça. À l'époque, en 2009, on parlait de 10 watts de puissance, mais les prix des modules PV ont beaucoup baissé. Évidemment, plus on a de la puissance, moins ça coûte cher. Semble-t-il jusqu'à 2,50 le watt quand on n'a pas de batterie. Puis, nous achèterons donc un chauffe-eau solaire. Finalement, on a décidé de ne pas l'acheter parce que c'est trop cher, ça brise, c'est compliqué, c'est plus ou moins performant dans notre climat. À droite, on a la description du système. Donc, j'ai 5 modules de 130 watts. C'est à ce niveau-là que je voudrais peut-être en rajouter un peu. Les modules, aujourd'hui, on peut avoir 240 watts pour pas cher. Je pense à $1 le watt, là, autour de. Et on a des contrôleurs de charge et onduleurs de marque Outback. Et je parlais à quelqu'un ce matin, excusez, je vais prendre une gorgée, d'Énergie Voltium qui fait des batteries au lithium. Il me disait, ben mon onduleur, il devrait être encore bon tant que ça fonctionne sur le 24 volts, mais qui demande quand même des câbles plus gros pour transmettre la même quantité d'énergie. Aujourd'hui, ils vont plus vers le 48 volts avec des plus petits câbles moins chers. Mais j'ai fait un petit calcul, par exemple, si j'ai 3 heures d'ensoleillement avec mes 656 watts, 650 watts, j'ai à peine 2 kWh par jour. L'été, on peut calculer en moyenne, 6 heures d'ensoleillement, j'aurais 4 kWh par jour, puis l'hiver autour d'1 kW. Alors, ça représente quoi? Bien, si je vais à 4 kWh, voici ce que je veux calculer durant une panne. Je mesurais le portable de ma blonde tantôt qui consommait 10 watts, mais selon les applications et tout ça, là, ça peut aller jusqu'à 30 watts, disons. Et c'est la minute qu'on embarque le frigo et le congélateur qu'on pète le budget. J'ai un budget de 4 kWh dans mes batteries, puis je vais en consommer 6,5 par jour. Mais ça ne marchera tout simplement pas. Alors, c'est pour ça que là, en fin de vie, je pense acheter les batteries au lithium de Voltium qui m'ont été recommandées par Rémi Pratt de Solar Design. Rémi Pratt est le plus grand formateur des professionnels du photovoltaïque au Québec pour le distributeur principal là, qui s'appelle Rematec Énergie. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, on le voit avec les véhicules électriques, le prix des batteries au lithium a vraiment chuté, l'efficacité a augmenté, tout ça. Puis c'est du solide, là, les connexions, c'est aluminium sur aluminium. Il n'y a pas de risque d'avoir des mauvais contacts, du sulfatage. Là, je ne sais pas si Jean-Pierre en a parlé, mais les batteries au plomb, ça demande quand même de l'entretien. Il faut mettre de l'eau distillée, que les contacts soient vraiment solides, vérifier si c'est toujours bien vissé aux bornes des batteries. Et puis, c'est ça, des fois, il faut les entretenir parce que ça peut faire du sulfatage. C'est comme une mousse cristalline là,
sur les contacts, ce qui fait que c'est moins efficace. Puis, Jean-Pierre me parlait qu'il faut égaliser le voltage des batteries en envoyant une surcharge aux saisons, je crois, chose que mes experts m'ont peut-être conseillé et que j'ai complètement oublié. Alors moi, je suis vraiment monsieur et madame tout le monde. Je suis nul là-dedans. J'ai d'autres passions dans la vie, mais j'ai quand même un système qui fonctionne bien depuis 12 ans parce que je l'ai fait installé par un électronicien, mais ensuite vérifié par 2 experts, Rémi Pratt et puis Jeannot Schmidt de Batterie Expert à Laval. Donc, qui ont fait un peu de fine-tuning, les mises à la terre n'étaient pas parfaites. C'est important de faire affaire avec des professionnels qui sont vraiment du métier depuis plusieurs années, au moins 10-15 ans, là, pour être sûr que, évidemment, on va respecter le code de l'électricité, tout ça, parce que si on embauche un électronicien ou même un électricien qui n'a pas l'habitude, ça ne sera peut-être pas toujours optimal. Alors, l'avantage avec les batteries au lithium, évidemment, c'est le même type qu'utilisent les compagnies de véhicules électriques. C'est vraiment quelque chose de très performant et ils ont chacun leur ordinateur intégré dans la batterie qui va protéger la batterie contre les problèmes de température. Là. Ils peuvent décharger jusqu'à moins 25 et charger jusqu'à 0 Celsius. Et sinon, il faut que ça débarque pour protéger ça. Et à la limite, on peut avoir des batteries auto-chauffantes. Alors, dans mon cas, ce que l'expert m'a recommandé, Steven Rousseau, chez Voltium, si je conserve mon 24 volts, je pourrais avoir pour 7 200 là, je passerais à 10 kWh par jour. Juste les batteries avec leur contrôleur, leur petit ordinateur intégré. Donc, pour du long terme, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que là, 100% de l'énergie qui est stockée dans la batterie est utilisable, contrairement aux batteries acide plomb. Donc, c'est sûr que c'est plus cher, mais c'est vraiment du haut de gamme. Et puis, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 3 ans, Rémi Pratt, dont je vous parlais, qui est vraiment un expert, qui a fait le photovoltaïque sur les bateaux qui font le tour du monde. Lui, c'est vraiment des systèmes blindés, là, ceinturés bretelles. Alors, en carrosse avec lui, je savais que c'était un bon système. Puis il me disait il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, qu'il est encore un fan des batteries acide plomb qui sont recyclables à 100% et qui a fait un très bon rendement rapport qualité-prix. Mais là, oups, depuis environ 1 an ou 2, ça a changé et il est devenu un fan des batteries au lithium. Donc, ça peut dépendre des applications, là, mais c'est quand même sécuritaire. C'est rare qu'on entend comme les véhicules au lithium, avec des batteries au lithium qui explosent. Là. C'est comme n'importe quelle technologie. Il peut avoir un défaut, mais il y en a partout dans le monde de ces batteries-là, puis on n'entend pas ça bien souvent, là, des problèmes de feu, parce qu'on sait quand même. C'est des feux qui sont très difficiles à éteindre quand une batterie au lithium part en feu. Mais donc, ici, j'ai 200 ampères. Il faut rappeler qu'on multiplie ampères par volt pour donner les watts. Donc, si on veut calculer les kilowattheures. Donc, dans mon cas, même 5 kWh serait une bonne réserve. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que tout le monde rêve de se débrancher d'Hydro-Québec. Ce n'est pas vraiment payant, à moins que la ligne d'hydro soit à plus de 500 mètres. Mais on devrait tous tendre vers l'autonomie énergétique et surtout vers la sécurité énergétique avec les changements climatiques. Il va y en avoir de plus en plus de vents violents qui vont faire tomber les arbres. Tempête du verglas, on a eu juste une, mais je pense bien qu'on va en voir une dans les prochaines années avec les changements climatiques. Donc, que vous travaillez à la maison ou non, mais davantage, encore plus si vous travaillez à la maison, je vous encourage à vous doter d'un petit système. Et ce qui est intéressant, c'est que les systèmes d'énergie renouvelable sont modulables. Donc, on peut commencer petit et rajouter de la capacité de production photovoltaïque et ou de stockage dans les batteries. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous présenter. Et aussi, c'est intéressant, si vous avez un budget, là, de mettre les choses en double. Si vous avez, aujourd'hui, les onduleurs peuvent venir intégrer avec le contrôleur de charge au lieu d'avoir 2 appareils comme j'ai chez moi. Et ce qui est bon, c'est d'en avoir 2. Qui travaillent ensemble, ils s'usent moins, mais surtout s'il y a une panne, s'il y en a un qui brise, l'autre va vous assurer, c'est vraiment une puissance ininterruptible. Quand Hydro tombe, on ne le voit même pas, tout de suite vos circuits embarquent, puis même si vous avez votre ondulaire qui flanche, l'autre prendrait le relais.
évidemment, ça revient plus cher. Là. Si on parle, par exemple, pour un ondulateur hybride qui est l'autre gamme, là, ça commence à 6 000, il y en a 12-15 000 mais c'est vraiment intéressant. Ceux qui sont hybrides, c'est la dernière technologie. On va en parler dans la maison du 21e siècle, le numéro d'été qui sort la semaine prochaine. Ces appareils-là sont vraiment géniaux parce qu'ils peuvent gérer votre système d'énergie renouvelable, une génératrice et aussi le courant que vous achetez ou vendez, en guillemets, à Hydro-Québec qui crédite les watts autoproduits qu'on dirige sur le réseau pour les gens qui veulent moins de batterie ou pas de batterie. Ça peut être Hydro, votre batterie, mais quand Hydro tombe, c'est pas très pratique quand on travaille à la maison. C'est pour ça que je recommande au moins d'avoir une petite banque de batterie. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci, André. Super. On a des questions, mais je vais les garder pour la fin. Autour d'Emmanuel Cosgrove, qui est cofondateur et directeur général d'Écohabitation, qui va avoir la chance de faire de démystifier certains mythes qu'on peut penser qui sont liés à la maison autonome. Je ne sais pas si OK, c'est ta présentation. OK, parfait. Ouais, merci. Je vais commencer par juste vous dire tout de suite en partant, si vous voulez faire votre part pour la planète, l'autonomie énergétique va faire très mal à votre empreinte carbone personnelle ou familiale. C'est souvent une installation qui intéresse les gens qui sont des écolos, dans le fond. C'est le premier mythe que je peux vous défaire, c'est ça. C'est pas écologique d'être autonome. Pas du tout. Faut que je m'explique un peu. C'est un rêve utopique, que ce soit pour dire qu'on produit notre propre énergie avec nos propres moyens, ou pour dire j'ai envie de payer mon système une fois pour toutes, puis que j'ai pu à payer Hydro-Québec mensuel aux 2 mois. C'est souvent notre réflexion, ce qui nous attire, et je peux vous dire sur les millions de visites du site d'Écohabitation annuel, l'autonomie énergétique est dans le plus grand nombre de clics. On le sait que ça vous intéresse, mais il y en a qui hésitent à cause de d'autres mythes. Il y a eu une légende urbaine qui disait que les panneaux solaires qui sont, oui, fabriqués avec plein d'ingrédients, de l'aluminium, des cellules, des plaques, du verre, du polycristallin, sont des matériaux qui créent beaucoup de pollution pour leur fabrication. Selon les études, dans un endroit comme la moyenne du réseau énergétique aux États-Unis, le retour sur le carbone se fait en 4 ans. Donc, à partir de 4 ans, ça va être beaucoup plus écologique de générer son énergie avec du photovoltaïque que de l'acheter du réseau. Au Québec, c'est peut-être 5 fois plus long parce que notre réseau est entièrement renouvelable, hydroélectrique, du vent de plus en plus, mais en gros, notre réseau est très propre, donc ça pèse dans la balance, ça rend le photovoltaïque son retour sur son investissement carbone, si vous voulez, est beaucoup plus long que dans d'autres endroits qui chauffent au gaz ou encore pire, au charbon ou au nucléaire.
Donc, pour répondre au mythe qu'on paye notre système énergétique une fois et qu'après, c'est fini, comme on vient de voir avec le système chez André, les batteries là, reviennent nous hanter. 12 ans, André, il est chanceux. Là. Souvent, on parle plus d'autour de 8 ans pour réinvestir et remplacer nos batteries. Ça a un coût, dépendamment de combien on paye par mois en électricité. Des batteries, il y a un coût au kilowattheure sur la durée de vie des batteries. Fait on ne peut pas dire qu'une fois que c'est payé, que tout est gratuit. Il va avoir un coût annuel qui suit tout le système. Et il y a des coûts autres aussi, parce que, comme disait Jean-Pierre, notre cuisinière va généralement être au propane et ça, c'est très mauvais pour la santé. C'est un vrai trouble si on se préoccupe de notre santé à la maison. Souvent, le chauffe-eau aussi va être au propane et on a toujours la face cachée de notre système renouvelable, si vous voulez, c'est une génératrice qui conditionne les batteries quand il y a peu d'ensoleillement. Donc, si ça, c'est au gaz, à l'essence, au diesel ou au propane, c'est toute de l'énergie fossile. Et ça a un coût environnemental, mais également, évidemment, un coût financier annuellement quand il faut qu'on achète les bonbonnes ou qu'on achète des bidons de diesel ou d'essence, le prix monte très vite. Donc, quand on essaie de concurrencer Hydro-Québec avec tous ces coûts-là, c'est pas évident. Ça va être à peu près jamais écologique ni rentable d'avoir un système autonome. J'ai voulu, à ma maison que j'ai construite en Outaouais, qui est présentement en panne depuis 3 jours, j'aurais voulu avoir un petit système en backup, comme chez André. Mais on a fait, comme c'est une région avec des arbres matures, on a fait une étude d'insolation complet et on voit à droite, là, avec la couronne d'arbres, que notre logiciel de calcul de génération, du potentiel de générer de l'électricité sur ce site-là, sur cette maison-là, est très, très faible. Donc, il faut aussi tenir ça en considération qu'il n'y a pas toujours le contexte. Je pense même à la Maison du développement durable sur Sainte-Catherine à Montréal. L'étude a été faite et là, ce n'était pas des arbres qui jetaient de l'ombre, il y avait trop de bâtiments plus hauts que la MDD. Donc, la rentabilité n'était pas là pour le photovoltaïque non plus. Donc, vaut mieux juste brancher vous prendre une connexion à Hydro et c'est sûr qu'une connexion vous coûte cher en poteau, dépendamment de où vous vous situez. Généralement, l'autonomie énergétique a absolument aucun sens en ville. Fait qu'on exclut ça. Ça n'a aucun sens sur une maison existante qui a déjà son branchement à Hydro. On ne veut pas couper une connexion fonctionnelle à Hydro. Donc, on parle de maison neuve.
Et souvent, on parle du fameux seuil d'à peu près 500 mètres, un demi-kilomètre, avec le coût d'installation des poteaux électriques d'Hydro qui sont à votre charge en tant que propriétaire. Hydro vont juste amener leur fil de votre côté de la rue. Après ça, c'est notre responsabilité d'avoir les poteaux ou d'enterrer. Donc, il faut se poser la question, est-ce écologique ou économique de se retirer d'un chemin à 500 mètres et plus? Absolument pas. Ça va être beaucoup de gaz pour la gratte qui va devoir déblayer votre entrée. L'idée de se reculer dans le fin fond des bois là, pour vivre en harmonie avec la nature et tout ça, c'est un mythe d'une utopie d'écolo là, qui n'a rien d'écolo. Fait que restons, au lieu de payer un système autonome parce qu'on est trop retiré du chemin, retirez-vous simplement pas autant du chemin pour que ça reste, qu'on reste dans le 200 mètres où les gens de campagne vont toujours se brancher, se construire le plus proche du chemin possible. Puis les gens de la ville débarquent et disent hey, c'est donc bien fou, ils auraient pu être en haut de leur montagne. Mais c'est ça. Les gens de la campagne savent très bien combien coûte l'entretien de réparation de leur chemin à chaque printemps parce qu'il y a des bouts qui se font laver. En tout cas, pour plein de raisons. Si on veut vivre la ruralité aussi, pour des activités agricoles, pour tout le reste, on peut toujours s'installer dans un village. C'est comme dans les endroits les plus oubliés du Québec. Les gens qui migrent vers la campagne veulent souvent être reculés d'une communauté, mais Écohabitation vous suggère plutôt de vous planter dans une communauté qui aurait évidemment des branchements déjà préétablis avec des lignes d'hydro qui passent pas loin. Donc, comme c'est des constructions neuves, il y a un paquet de choses qu'on fait en efficacité énergétique, comme disait Jean-Pierre, avant d'arriver à dimensionner notre système photovoltaïque. Donc, oui, c'est ça. Il faut suivre, c'est ça, la pédagogie de la pyramide des cohabitations. Les choses en bas, c'est les choses les moins chères qu'on doit faire en premier. La dernière chose qu'on fait toujours sur une pyramide d'efficacité énergétique, c'est d'installer des systèmes renouvelables. Que ce soit du photovoltaïque ou le chauffe-eau solaire, comme on voit à droite, qui est malheureusement souvent hors fonction dans notre coin du pays parce qu'ils ont souvent des grands problèmes d'entretien. Sinon, une salle mécanique, si vous construisez, prévoyez quand même dans votre maison un vide pour brancher des futurs panneaux solaires sur votre toit qui connectent à votre salle mécanique aux étages inférieurs. C'est un programme qui s'appelle Prêt pour le solaire de Ressources naturelles Canada. On le recommande fortement. Et on va aussi vous recommander, oui, d'installer du photovoltaïque, mais d'ouvrir un compte qu'Hydro-Québec appelle le mesurage net. Donc, au lieu d'avoir des batteries, vous n'aurez pas la résilience comme la maison d'André, mais quand vous produisez plus d'électricité que vous en consommez, vous allez chercher des crédits chez Hydro-Québec et Hydro s'engage à vous fournir à tout moment. Évidemment, hors
panne. Ça, c'est mesurage net fait partie de ce qu'on prône avec tout le concept de maison net zéro, qui ont des systèmes solaires qui fournissent à peu près la demande annuelle d'une maison complète. Donc, c'est ça, net zéro veut dire que sur une année complète, tu consommes zéro énergie parce que ton système en fournit. Et pour construire net zéro, il faut construire en premier, toujours très efficace. Mais la bonne nouvelle pour une maison neuve, avec toutes les subventions qu'il y a en place actuellement, si on construit une maison très efficace et qu'on combine avec un véhicule électrique, par rapport à une maison normale, avec un véhicule à essence normal, on économise quand même à peu près 1 600 annuellement, qui est à peu près assez de budget pour vous capitaliser sur un système photovoltaïque qui peut vous donner non pas une autonomie énergétique, mais une facture énergétique nette de zéro sur une base annuelle. Et ça inclut le transport. Donc, oui, on est vraiment rendu là. Le photovoltaïque est une excellente technologie. Ça va être utilisé de plus en plus au Québec. Et on suggère d'investir en équipant votre maison de photovoltaïque plutôt que d'investir dans des choses plus volatiles comme la bourse, etc. Parce qu'on est vraiment au seuil où le photovoltaïque va être plus intéressant que le coût d'hydro qui ne cesse d'augmenter avec l'inflation. Donc, voilà, ça fait le tour de mon propos. On a très peu de temps pour les questions, mais Ben oui. on peut dépasser pour les gens qui ont quelques minutes de plus pour Oui. tenter de répondre à un maximum de questions. Mais je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont été répondues là, pendant que les conférences avaient lieu. Il en reste une ici que je vois dans les questions qui est pour Jean-Pierre. Là, je cherche exactement c'était quoi le sujet déjà, mais c'est bien pour les habitations isolées. Qu'en est-il pour les résidences en milieu urbain? Ben, Emmanuel a répondu à ça dans sa présentation, là, un système en autonomie dans le milieu urbain où on a déjà Hydro-Québec. D'un point de vue économique, ça n'a aucun bon sens. Donc, on ne va pas se débrancher d'Hydro-Québec pour dire ah ben j'aurais plus de facture Hydro-Québec à payer. Le système va vous coûter énormément plus cher qu'à même 25 ans de payer vos factures de Hydro. Donc, ça, on ne va pas. Si on a Hydro, on garde Hydro. On va pas avoir une maison en autonomie. On ne se débranchera pas d'Hydro-Québec. Puis, comme dit, si on a Hydro-Québec, comme Emmanuel a dit, ben, on va prendre Hydro-Québec. Maison autonome, c'est vraiment pour les sites isolés qui sont loin de hydro. Merci. J'ai une autre question ici. Est-ce que ça peut s'installer dans une fenêtre rideau intérieure d'un édifice à condo? J'imagine qu'on parle ici d'une génératrice. Est-ce que c'est peut-être plus pour André ou les gens qui sont en condo, dans le fond, c'est quoi les solutions? Ouais? C'est peut-être des panneaux solaires comme André les a par-dessus sa porte patio là, pour aider à créer un peu d'ombrage pour pas que la cuisine, j'imagine, devienne trop chaud La en personne été. vient de préciser panneaux et batteries. Et batterie. Oui. Donc, les batteries, on met ça dans une salle mécanique. Là. Les panneaux, en général, sont sur le toit, ils peuvent être sur un support parce que ce que Emmanuel a montré tantôt, puis il n'a pas discuté bien gros là-dessus, mais le marché mondial des panneaux solaires, c'est ce qu'on appelle des panneaux cristallins au silicium, soit polycristallins ou monocristallins. Et eux, ce qu'ils détestent, c'est de l'ombrage. Donc, il faut absolument qu'il n'y ait pas d'ombrage.
dessus. Donc, il faut qu'il soit quelque part où il n'y a pas d'ombrage. D'autre part, donc, il y a ça. Il faut les mettre préférablement à plein sud, puis il faut les mettre pour avoir la meilleure production à une inclinaison qui va égaler la latitude du lieu. Donc, si on est à Montréal à 45 degrés de latitude, on devrait avoir nos panneaux à 45 degrés en inclinaison. Et remarquez qu'il y a une marge de manœuvre là-dessus. Donc, mettre ça sur un mur vertical, c'est moins intéressant. Il peut y avoir, par contre, un intérêt si on est à la campagne et qu'il y a de la neige devant. On va avoir de la réflexion du rayonnement solaire sur la neige. Mais encore une fois, on s'en va par contre, là, si on veut parler de PV, on ne va pas mettre ça sur des fenêtres, on va peut-être mettre un chauffe-air solaire sur un mur. Ça, c'est autre chose. Mais il y a en devenir ce qu'on appelle les modules, les panneaux ou les cellules organiques. Et ça peut être intégré dans du vitrage. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans, on ne sait pas trop quand, mais dans un avenir à moyen terme, je dirais. Donc là, on pourrait avoir justement du solaire PV qu'on va avoir sur nos sacs à dos, sur nos vêtements, dans les fenêtres. Donc, ça, c'est autre chose, une autre technologie que le silicium cristallin. Je pourrais rajouter que c'est ça, il y a comme Ilan Solaire à Val-David qui fait ça, des façades solaires photovoltaïques. Rappelle-nous, Jean-Pierre, la technologie, ce n'est pas le silicium cristallin, celle qui réagit mieux quand il y a de l'ombrage. Ben, c'est le amorphe, mais le amorphe, aujourd'hui, ça n'existe plus, le simplement amorphe. On fait un mélange de cristallin et amorphe. Okay. Donc, ça avec des rendements plus élevés, mais à plus cher et pas disponible au Québec. Si on en veut de ces technologies-là, ben, on les commande et on va les avoir dans 6 mois ou plus. Là. Donc, Aileen, il met ça sur le mur. Il en met sur le toit, il en met sur le mur pour l'hiver, profiter parce que les maisons sont souvent dans un milieu plutôt rural, donc avec de la neige devant. Donc, ça, il peut y avoir un intérêt à mettre ça sur un mur. Encore une fois, si on n'a pas de réflexion, il n'y a pas d'intérêt à mettre ça sur un mur. Oui, c'est sûr que le soleil est plus haut en été, la saison où on produit le plus d'électricité. Si ton panneau est à la verticale, tu vas produire moins. Tandis qu'en hiver, on ne s'attend pas à produire tant que ça. Puis, je demandais à Mike Perrault, le propriétaire de Rématec Énergie, le distributeur, ce qu'il pensait des tuiles solaires, justement, qui remplacent les bardeaux. Puis, il disait, ben, c'est ça, je pense, c'est quoi les coûts d'entretien dans notre climat avec la neige et la glace, là? On oublie ça. Fait que souvent, on voit dans les médias, il y a toutes sortes de technologies qui nous sont présentées. Les gens sont excités, ils veulent acheter ça, mais on n'est pas en Arizona, ici. Je pourrais ajouter à ça parce que moi, j'ai souvent des questions sur Tesla, le fameux Tesla, ceux qui ont une réputation, Tesla a des tuiles solaires. Tesla est rendu à la 5e génération de ces tuiles solaires. Ils ne nous disent pas quelle est la technologie qu'ils utilisent. Contrairement aux autres, les coûts ont augmenté, ils ont monté leurs coûts, ils s'en vont carrément à contre-courant. Et au cours des 3 dernières années, les installations des tuiles solaires Tesla ont totalement chuté. Et ça prend 2 à 3 fois plus de temps d'installation des tuiles Tesla que toute autre technologie. Tesla n'a pas l'air d'être encore à point là, sur la technologie de leurs tuiles solaires. Oui, merci. Ça, c'est souvent une question qu'on me pose dans les tribunes à la radio et tout. Là. C'est tout le temps. Puis les toits solaires de Tesla. En tout cas, c'est où le amorphe qui s'installe dans les vitres de condos, c'est peut-être notre participante qui pensait peut-être à ça aussi. C'est pas pour tout de suite, en gros. Merci. On a une nouvelle question dans la section questions et réponses. Dans une perspective de résilience face au changement climatique, avec une augmentation probable des événements et des ruptures de services d'Hydro-Québec, quelle est la meilleure solution à envisager? Je pense qu'on avait répondu. Ben, c'est un système photovoltaïque avec des batteries, comme André. Puis on s'embarque dans l'aventure, non pas parce qu'on
on veut être écologique ou qu'on veut faire des économies, c'est comme s'acheter une génératrice à gaz là, qu'on met dans le cabanon, comme bien des gens ont fait après le verglas de 80, c'était quoi, 18. Ça va coûter cher. Il y aura des grands coûts écologiques attachés à ça, mais on le fait pour être prêt pour les grands événements où on ne veut pas avoir arrêter nos activités complètement et perdre toute la nourriture au congélo, etc. Donc, c'est un investissement qui va être récurrent en plus à cause des batteries, mais c'est la façon. C'est sûr que c'est plus écologique que d'acheter une génératrice qui brûle de l'essence directement pendant les périodes de panne. Sinon, du diesel, moi, c'est vraiment ça que je voulais éviter à tout prix. Hier, j'ai joué au tennis à côté d'une génératrice. C'est pas bien belle fun. Je pourrais ajouter, si vous voulez, à la réponse d'Emmanuel, si justement s'il y a plus de panne du réseau, oui, on peut avoir un système PV, comme Emmanuel vient de dire. Puis en fait, on va ajouter une boîte électrique secondaire, ce qu'on appelle pour les charges critiques. Donc, qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'il soit en panne lorsque le réseau est en panne? Donc, on ne veut pas perdre notre bouffe, justement. Donc, on veut que notre réfrigérateur fonctionne, notre congélateur fonctionne, l'éclairage dans certaines pièces, peut-être un ordi radio là, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a une deuxième option, par contre, ce n'est pas obligé d'avoir des panneaux PV. On peut simplement avoir un système UPS en anglais, comme il y en a qui sont sur leur ordinateur, donc avoir simplement des batteries. Donc, les batteries, encore une fois, avec une boîte électrique secondaire, vont répondre en fait, des batteries et un onduleur branchés sur un panneau secondaire pour les charges critiques. Donc, eux autres, si le réseau est en panne, vont former les charges critiques. Quand le réseau va revenir en fonction, mais ils vont recharger les batteries. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des panneaux PV pour recharger les batteries. Mais c'est une option aussi d'avoir le système PV en autonomie pour les charges critiques. Ben, moi, puis, juste pour ajouter, Manu, moi, j'ai les deux. C'est un UPS, l'Uninterruptible Power Supply, c'est une source d'énergie ininterruptible. Je ne le vois pas quand Hydro tombe, à moins d'aller dans la cuisine, puis je vois mon cadran avec l'horloge qui est mort. Ah, je dis, il y a une panne, mais moi, je travaille dans mon bureau, je ne le savais pas. Mais quand Hydro tombe, donc, je suis bon pour un bout de temps parce que Hydro et le solaire ont rechargé mes batteries à bloc. Mais là, si ça dure 3 jours, 4 jours, comme on vient d'avoir, et qu'on va avoir, tant mieux si on a un petit peu de solaire. Mais là, c'est d'apprendre à réduire notre consommation, effectivement, à utiliser des appareils les plus économes en énergie, puis le moins d'heures par jour possible. Oui, c'est la partie qui donne la résilience et pas seulement les panneaux solaires, c'est surtout les batteries. Puis normalement, on peut survivre à un événement de panne d'hydro juste avec des batteries. Le solaire, s'il alimente un peu pendant une panne, tant mieux, mais on peut très bien construire notre résilience en stockant. Et ce que vous allez voir dans un futur très rapproché, c'est ce qu'on appelle le V2H ou V2G. C'est Vehicle to Grid ou Vehicle to Home. Ça veut dire que la batterie, la grosse méga batterie de lithium qu'on a dans notre voiture électrique, peut alimenter notre maison en cas de panne. Les Leaf et les Mitsubishi PHEV sont deux véhicules qui n'ont pas de clause dans leur garantie contre les gens qui veulent utiliser la batterie d'auto pour des pannes à la maison. Et ça, c'est une excellente idée. C'est on a du 2 en 1 dans le fond. Un véhicule à faible
beaucoup plus faible carbone et on n'a pas à surconsommer en ayant acheté 2 grosses batteries de lithium, une pour la maison et une pour l'auto, c'est la même. Donc, à surveiller. Euh, on te perd, Emmanuel. Puis je veux juste vous dire, si vous embarquez dans l'aventure, mon Internet est instable. Si vous embarquez dans l'aventure du photovoltaïque, formez-vous, prenez le plein contrôle. C'est sûr qu'Écohabitation avec Jean-Pierre, justement, offre une formation de 30 heures sur les énergies renouvelables à chaque automne, mais il y a régulièrement des formations les fins de semaine d'habitude sur le photovoltaïque de 2 jours. Donc, il faut vraiment s'approprier le savoir sur le fonctionnement de notre système, mais surtout pour l'achat de notre système, pour ne pas se faire vendre n'importe quoi non plus. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Je voulais peut-être rajouter, parce qu'on parle beaucoup de batterie, puis il y avait une question tantôt, je ne sais pas si quelqu'un y avait répondu en tapant, mais quel type de batterie? Donc là, André dit qu'il y a des acides plomb liquides. En fait, quel type de batterie on devrait utiliser? Bien, les acides plomb liquides, c'est connu depuis extrêmement longtemps. Ils sont fiables, recyclables à 100 mais il y a de l'entretien à faire. Donc, ça, c'est un peu le revers de ça. Mais il y a des acides plomb scellés, donc où l'entretien, qu'on appelle les AGM, donc où l'entretien est beaucoup moins grand. Puis maintenant, il y a des lithiums. Donc, les lithiums, où les gens aiment ça, les lithiums, parce que l'entretien, il n'y en a pas à faire. Donc, ça, c'est la raison principale, mais encore un coût, malgré que le coût a baissé, mais ils sont encore à un coût extrêmement élevé. Donc là, ça va dépendre de votre budget, puis si vous voulez vous impliquer ou pas à l'entretien de vos batteries. Mais quelles que soient les batteries, il y aura un entretien minimal à faire, mais plus important avec des acides plomb liquides comme André a chez lui. C'est pour ça qu'ils songent probablement à avoir du lithium-ion pour ne pas avoir cet entretien-là à faire. Éviter l'entretien, oui. Ouais. Là, j'ai une auto électrique, une Kona, puis je vois qu'il ne parle pas de vehicle to home, mais vehicle to tent. Si on est en camping avec des appareils 12 volts, la Kona peut les alimenter. Puis dans notre climat, c'est délicat. Vehicle to home, tu ne veux pas trop décharger ton auto non plus en hiver. Si tu as une panne d'électricité, il faut limiter là, à 20 de la charge, je pense, pour pouvoir vous rendre au bureau ou au magasin avec votre auto. Voilà. Bien, merci à vous tous. C'était vraiment une belle conversation. Parce que personnellement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Donc, merci à vous pour vos généreux propos. C'est ce qui conclut notre série sur la rénovation éco-responsable qu'on a développée ensemble, la Maison de développement durable avec Écohabitation. Donc, merci encore, Emmanuel. Puis, j'espère qu'on aura la chance de faire d'autres séries ensemble bientôt. C'est sûr. Donc, je vous rappelle qu'un sondage va être envoyé très bientôt avec les présentations d'aujourd'hui et ainsi que la conférence va être rendue disponible sur notre chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez voir les autres événements de la série ou tous les autres événements qu'on fait à la Maison de développement durable, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Merci encore une fois à Hydro-Québec, notre partenaire principal de programmation, pour leur précieuse contribution qui nous permet de vous offrir les conférences d'aujourd'hui de qualité et gratuitement, ainsi qu'à la Ville de Montréal. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir été disponibles et puis je souhaite à tous une merveilleuse journée. Merci, au revoir. Merci.